Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à votre bulletin Info-Témis du 31 janvier 2023. Ici Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous informer de l'actualité témiscamienne. Cette semaine à Info-Témis, le député d'Abitibi-Témiscamingue Sébastien Lemire dans nos studios, les 25 ans d'implication d'Édith Vincent soulignés, rencontre avec l'artiste Louise Lavictoire qui s'est vue octroyer une bourse de 25 000 et bien d'autres nouvelles. Le député d'Abitibi-Témiscamingue Sébastien Lemire était de passage dans nos studios dernièrement. À cette occasion, M. Lemire est revenu sur les principaux dossiers qui ont retenu son attention lors de la dernière année ainsi que ses priorités pour 2023. Donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille dans nos studios le député d'Abitibi-Témiscamingue du Bloc québécois, Sébastien Lemire. Monsieur Lemire, grand merci de prendre le temps de nous jaser aujourd'hui, c'est bien apprécié. Bien, c'est toujours un plaisir. Moi, c'est une formule que j'aime, d'abord d'être en studio ici à Télétémis, d'être sur place au Témiscamingue pour jaser avec les gens. Le contact n'est jamais le même quand on le fait des entrevues de façon virtuelle. Puis donc, profitons-en pour avoir ce contact-là le plus direct possible puis le plus fréquent possible, en espérant que l'invitation sera au rendez-vous. Oui, avec grand plaisir, Sébastien. Chaque mois, au moins chaque mois. On va se permettre de se tutoyer vu qu'on se connaît bien dans la vie, Sébastien. J'aimerais, Sébastien, qu'on prenne un peu de temps pour revenir sur 2022. Quels ont été les grands dossiers qui ont retenu ton attention lors de la dernière année? Si on le prend d'un point de vue médiatique, je pense que les gens vont penser beaucoup à Sport Canada. Et Hockey Canada, c'est un dossier qui m'a tenu à cœur parce que ça... Bon, évidemment, la question du sport fait partie de l'identité collective, mais c'est aussi un enjeu de justice sociale. On rappelle les faits, un viol collectif allégué touchant plusieurs joueurs de l'équipe de 2018 de Hockey Canada et de voir comment cette institution-là, Hockey Canada, aura placé ses joueurs au-dessus de la loi. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a choqué énormément, qui a choqué beaucoup de monde. J'ai initié le processus pour que Hockey Canada soit initié en commission parlementaire et c'est ce qui a été fait donc à partir de la fin juin, le 20 juin. Et là, toute l'histoire aura fait boule de neige. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un scandale à Hockey Canada? C'est le premier geste des convoqués au comité du patrimoine n'avait pas été fait. Probablement pas. Mais à partir de là, on connaît l'histoire, tout le scandale de créer un fonds dans un fonds pour pouvoir payer à même des cotisations que payent les parents de joueurs de hockey, l'ensemble de ces ententes hors cours-là pour acheter le silence de victimes et tout. Ça a été scandaleux et ça leur a eu comme effet aussi de mener par une certaine cohésion de politique qu'on retrouve parfois à la Chambre des communes, de voir une unanimité des partis politiques, tant de mes collègues libérales, je pense à la ministre Saint-Onge notamment, collègues conservateurs ou du NPD, portaient ensemble ce dossier-là et ont questionné Hockey Canada, toujours dans la même, dans cette ligne-là de justice sociale. Et ça a fonctionné dans un sens que le PDG de Hockey Canada et le conseil d'administration ont finalement démissionné au mois de novembre. La suite, pour moi, c'est d'étendre cette enquête-là parce qu'on demande toujours une enquête publique. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais comment on gère des cas d'abus qui peuvent être au niveau sexuel, bien sûr, mais au niveau financier, au niveau physique, psychologique. Parfois dans des relations, mais même très souvent dans des relations entre une personne d'autorité, un entraîneur et l'athlète. Plusieurs fédérations nous interpellaient. Donc, pour moi, Hockey Canada est une première étape, mais en même temps, l'amener à l'ensemble des sports, ce qui se fait par le comité de la condition féminine. Si je fais un pas sur qu'est-ce qui s'en vient en 2022, en février-mars, la ministre devrait déposer la nouvelle politique canadienne du sport pour les 10 prochaines années. Et la préoccupation qu'on a, c'est comment s'assurer que ça demeure un sport sain et sécuritaire pour nos enfants. Puis visiblement, en ce moment, c'est pas un succès garanti. Il faut changer les paradigmes. Puis pour moi, ça passe aussi dans les mécanismes de plainte quand il y a des problèmes, parce que souvent, c'est au sein même d'une fédération et la machine a tendance à se protéger d'elle-même. Et ça a un effet très pervers qui fait en sorte qu'une victime devient victime une deuxième fois. Fait que bref, comment régler ça, comment ouvrir ça? Pour moi, ça passe par une enquête publique indépendante. Donc ça, c'était un des dossiers du côté d'Ottawa qui m'a interpellé beaucoup. Je suis porte-parole de sport, je suis porte-parole aussi en matière d'industrie.
En matière d'industrie, ben, il y a un enjeu qu'on a mis de l'avant, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. Par une étude au comité de l'industrie que j'avais initiée, beaucoup de gens de la région étaient venus, notamment les gens de l'UQAT, sur la question des étudiants étrangers temporaires qui peuvent faire partie d'un élément. Si on peut former des gens dans nos institutions scolaires, on peut penser au cégep, l'université. Exemple ici, au campus de Notre-Dame-du-Nord, de l'UQAT, qui pourrait étudier ou en tout cas réfléchir, contribuer au savoir en agro. Puis après ça, ben, à long terme, ces gens-là seraient susceptibles de pouvoir s'établir ici en région. Donc, il y aurait une approche absolument gagnante, mais actuellement, ces étudiants-là sont discriminés et sont refusés systématiquement par le système fédéral parce qu'il y aura un intérêt pour un étudiant étranger temporaire de s'établir à long terme. Et en plus, parce qu'ils sont non francophones, mais parce que le pays dont il vient n'a pas un revenu moyen assez élevé, ben il va être, la personne qui applique va être refusée systématiquement. Donc, des universités francophones, parce que les pays africains sont souvent moins riches, vont être systématiquement refusées, mais les demandes anglophones de pays plus du Commonwealth vont être systématiquement avantagées. Donc, il y a une dichotomie là qui est extrêmement fâchante. C'est des choses qu'on a mis de l'avant. Toute la paperasserie dans le contexte de la pénurie de la main-d'œuvre est très lourde pour les entreprises, particulièrement le milieu agricole, les travailleurs étrangers temporaires. Comment on peut simplifier ça? Pour moi, ça a été un enjeu important. Comment des travailleurs expérimentés peuvent contribuer au marché du travail? Est-ce qu'on peut leur donner des conditions gagnantes pour faire en sorte que quand ils travaillent, que ce soit 1, 2, 3 journées par semaine, selon leur bon vouloir, bien, que ça ne soit pas pénalisé sur ce qu'ils vont recevoir en supplément de revenus garantis ou autres principes fiscaux. Tout ça sont des enjeux qu'on a remis sur la table. On s'est intéressé à la question du minéraux critique stratégique, pour moi, qui est un enjeu super important et qui concerne aussi le Témiscamingue. On sait que Sayona a, notamment à Tanzim, dans le coin de Winaway, qu'il y a de la terre rare dans le coin de Témiscamingue ou Québec. Donc, comment on peut s'assurer que ces ressources-là nous appartiennent davantage? Comment on peut assurer une transformation à proximité de la ressource? Comment l'Abitibi-Témiscamingue peut être un pôle stratégique là-dedans? Donc, beaucoup de recommandations pour mettre la mine dans tout le processus, mais valoriser ce rôle-là. Changer le paradigme, ça veut dire, bien, pas juste, c'est remercier une compagnie minière de nous créer quelques jobs, puis en échange, bien, prenez la ressource puis amenez-la partout dans le monde. Parce que dans les minéraux critiques stratégiques, la rareté est un facteur. Donc, si on veut qu'il y ait du lithium pour les autobus Lyon, par exemple, si on veut qu'il y ait davantage de voitures électriques, puis peut-être même qu'ils soient construites au Québec ou au Canada, bien, il faut avoir accès à cette ressource-là, puis que la chaîne de valeur, la chaîne de production, bien, soit forte et soit nous appartienne. Et ça, c'est un défi qui est loin d'être acquis dans le contexte de la mondialisation. La COVID nous a ramené là-dedans. Comment ça qu'on n'était pas capable de produire des vaccins, comment on n'a pas accès à des équipements de protection individuelle et qu'on est dépendant de partout dans le monde. Puis là, oups, il arrive une catastrophe mondiale, mais là, on n'en a plus accès. Comment qu'on change ça? Bien, c'est par une production intérieure plus forte. Puis ça, ben moi, c'est quelque chose qui m'interpelle puis auquel l'Abitibi-Témiscamingue peut avoir une contribution. Fait que bref, c'est des dossiers, mais ça vous dit comment que moi, mon spectre là, est très large d'action. Puis au niveau politique, à Ottawa, ça a été ça. En région, dans la dernière année, je me permets, là, on a parlé d'agriculture beaucoup, notamment par une étude qu'on a faite qui voulait savoir dans toute la chaîne de production, en partant du producteur, mais aussi la mise en marché, c'est quoi les besoins qu'ont les gens qui travaillent dans le milieu agroalimentaire? Quel type de services ils ont besoin, quel type d'infrastructure ils ont besoin, pour se rendre compte qu'à chaque étape, on a des manques importants et qui ont un impact sur la rentabilité de tout producteur. Exemple, moi, quelque chose que j'ai appris, la notion du conditionnement. Le fait de pouvoir entreposer notre production. Bien, comme ces services-là sont peu ou pas offerts en région, là, maintenant, on peut faire du séchage de grains à Saint-Eugène. Mais au moment qu'on a fait l'étude, c'était pas possible. Il fallait aller en Ontario. Mais tout ça a un impact sur la rentabilité. Et soit que le producteur va investir des dizaines de milliers de dollars pour pouvoir construire, lui, son frigidaire, son entrepôt ou autre selon sa production, ou ben donc, il perd la qualité de son produit, de la fraîcheur et tout. Et ça a un impact sur le prix de vente.
donc sur ses revenus. Et tout ça, dans chaque étape de la chaîne, ça nous affecte en Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, l'enjeu de l'abattage, Oui, on le en parle connaît, souvent, oui. de faire des dizaines d'heures de route pratiquement pour pouvoir aller-retour aller chercher un produit qui ne nous permet même pas de le rendre commercial ou même à nos voisins. Il y a une limite réelle. Ouais, ça fait long sens des fois qu'on se dit que comment c'est que c'est pas encore réglé, toutes ces choses-là. J'imagine que des fois, je vais sentir une certaine frustration des fois dans ces dossiers-là, Sébastien, de voir que ça prend du temps. On en reparle. La plus grande frustration, c'est de voir comment nos gouvernements ne sont pas adaptés à la réalité d'une région éloignée comme l'Abitibi-Témiscamingue. En agriculture, on est un milieu différent, nordique, argileux et autres, mais les programmes ne sont pas là. L'exemple classique que j'aime bien donner, quand il y a eu des programmes de drainage, ben nous, on était en train d'enlever les souches des arbres dans nos champs. Puis, quand on était rendu au drainage, ben les programmes n'existaient plus. François Gendron, on donné un coup de main là-dedans, mais sinon, on n'était pas là. Il n'y a pas de programme qui permet de financer pleinement la construction d'un abattoir. On le sait que c'est très difficile à rentabiliser, voire peut-être même impossible, mais très, très difficile à rentabiliser. Il faut que le gouvernement mette du capital de risque là-dedans. Il faut que le risque soit partagé sur plusieurs épaules pour faire en sorte que c'est peut-être pas l'abattoir comme tel qui va être le plus rentable, mais l'ensemble des productions qu'on va être capable de créer, de stimuler comme l'économie, des gens qui vont payer des taxes foncières, des taxes, des impôts, qui vont aller s'assurer d'utiliser le dépanneur du village. C'est la vitalité de nos territoires, c'est l'occupation de nos villages. Et ça n'a pas de prix. Donc, ça passe notamment par des infrastructures, dans le cas-là, agricoles de qualité. Et ça, ben, c'est l'investissement qui est à faire. On a la vision d'un carrefour agroalimentaire qui aurait ces services-là en Abitibi-Témiscamingue et de les regrouper. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce que l'idée d'un marché public permanent, l'idée de pouvoir avoir de la restauration avec des produits locaux, etc., c'est le grand rêve qui est là. Mais pour ça, il y a un travail qui se fait notamment par des gens de mon bureau, Martin Bellavance, Christian Rivard, Anaïs Thibodeau, pour pouvoir créer un début de concertation. Okay. Parce qu'on n'a pas actuellement de table agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue. C'est un manque là, de gens qui pouvaient... Des gens se parlent par MRC. Il y a des gros pas qui sont faits en agriculture. Beaucoup de MRC ont fait leur PDZA dans les dernières années. On sait comment que le Témiscamingue a cette vision-là de mettre de l'avant l'agriculture, particulièrement biologique. Mais là, il va falloir, comme région, je pense, dans les prochains temps, passer à la prochaine étape. Il y a des bonnes nouvelles. Je veux dire, le fait, pour nous, dans le réchauffement climatique, bon, c'est un enjeu un peu sensible, mais nous, on va avoir quelques avantages en Abitibi-Témiscamingue. Le climat va se réchauffer et conséquemment, ça va peut-être nous amener d'autres possibilités en agriculture. Et ça, ben, il faut se préparer à ça. Préparer une place à la relève plus importante, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Mais le potentiel, il est là, il est immense. Puis il va falloir agir puis se donner des conditions gagnantes. Fait que ça, c'est un autre dossier qui m'aura occupé en 2022 puis qui va continuer en 2023. Et si on parle justement de l'année 2022, qu'est-ce que tu vas retenir de la politique fédérale en 2022 au Canada? Qu'est-ce que tu retiens de cette année-là en politique fédérale? Hey, ça a été une année, tu sais, rapidement, là, on fait la chronologie. À peu près à cette date-ci, commençait le convoi des camionneurs. Oui. Ça a commencé comme ça. Après ça, une loi des mesures d'urgence, qui pour moi est une aberration immense. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie politique, là. D'avoir des discours sur nos droits fondamentaux attaqués par un gouvernement, là. C'est qu'on aime ou pas ce mouvement-là, qu'on le critique ou pas, il y a quand même une attaque viscérale sur des droits fondamentaux des gens de façon gratuite parce qu'un premier ministre s'est pogné pendant comme... Ah non, enfin, regardez. Après ça, la loi des mesures d'urgence, après ça, la guerre en Ukraine, la crise des passeports. Ça a été épouvantable et ça, c'est pas fini. Notamment ici, au Témiscamingue, en Abitibi aussi, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de bureau à proximité. Sudbury, pas tellement loin, a obtenu un bureau qui sont capables d'avoir un service en 2 semaines. On revendique, nous, en tout cas, puis ça, j'ai envoyé une lettre à la ministre, pour pouvoir avoir ce service-là aussi en Abitibi-Témiscamingue. Idéalement, c'est l'impression, un bureau de passeport qui pourrait être à proximité, qui ferait en sorte qu'on soit capable d'avoir un service. Sinon, nos gens sont obligés d'aller à Gatineau. C'était ça pendant la crise des passeports, ou à Toronto ou à Montréal, pour être capable d'avoir un passeport dans un délai rapide. Ça n'a pas de bon sens. Tous les services en immigration aussi sont... Ça a été un défi énorme, une aberration au niveau du gouvernement canadien. Fait comment on peut améliorer l'offre de services en Abitibi-Témiscamingue? Ça aussi, c'est un autre dossier sur lequel je travaille, mais qui a fait partie de 2022 dans le sens que ça a été des éléments très, très, très difficiles. Évidemment, Hockey Canada aura fait partie de cette chronologie-là. Fait qu'est-ce qu'on retient du niveau fédéral?
Je pense, puis là, permettez-moi d'être un peu souverainiste dans ma réflexion, mais c'est comment qu'on aurait peut-être été mieux servi par nous-mêmes et que finalement, non, ça n'a pas été une belle année du côté canadien, disons-le. Là. OK. Si on passe maintenant en 2023, quelles sont tes priorités pour 2023? Dans un premier temps, là, comme député à la Chambre des communes? Bien, d'abord, c'est la poursuite de ces dossiers-là. Je le nommais sur la question du sport. Au niveau de mes dossiers au comité de l'industrie, plusieurs projets de loi sont en cours qui touchent l'industrie, ça va être l'intelligence artificielle, la protection des données, le droit de réparation. Fait que ça va m'occuper une partie du temps, des dossiers traditionnels, là, si tu me permets. Moi, j'ai amené une étude sur la question de l'industrie du recyclage, des métaux, des plastiques. Et là, c'est aussi une réponse que je vais avoir sur l'enjeu qu'on connaît tous là, de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, mais comment valoriser dans ce contexte mondial-là une infrastructure comme la fonderie Horn, puis avoir une réflexion complémentaire sur ça, notre dépendance à des minéraux de l'extérieur ou à des produits. Puis toute l'industrie du recyclage, c'est que la plupart du temps, c'est vendu au privé, puis c'est exporté. Mais, comme je disais tantôt, il y a un contexte de rareté. Et particulièrement dans les minéraux critiques, le cuivre en fait partie. Est-ce qu'on peut être davantage propriétaire de ce qu'on recycle? La fonderie nous nommait qu'il y a environ 10 % du recyclage du Québec qui s'en va à Fonderie Horn seulement. Est-ce qu'on peut en importer davantage? Puis même au niveau canadien, pour faire en sorte que plus il va y avoir d'éléments recyclés qui s'en viennent chez nous, la fonderie va pouvoir atteindre ses mêmes objectifs en termes de productivité, puis peut-être qu'on va être moins dépendant de choses qui viennent de l'extérieur. C'est un des éléments que je trouve qui serait intéressant à réfléchir, mais voir comment ça fonctionne. L'industrie des plastiques aussi, il y a quelque chose, comment on transforme ça en carburant, en éléments, tu sais. Donc, il y a une réponse environnementale là à avoir. Puis c'est quelque chose sur lequel on va se pencher probablement au mois de mars, puis qui est un des enjeux sur lequel je vais amener. Notre étude sur la pénurie de la main-d'œuvre, les résultats vont sortir aussi probablement début février. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va continuer de revendiquer des choses au gouvernement. Donc, oui, ça va être des dossiers qui vont être à suivre. Une grosse année à venir, Sébastien? Bien, puis moi, j'ai appris depuis que je suis là en politique, ça fait un peu... C'est ma 3 ans que j'ai été élu. De ne plus me faire tant que ça d'attente parce que on vit des années extraordinaires. Qui aurait pu prévoir une pandémie? Qui aurait pu prévoir un climat de guerre mondiale? Qui aurait pu prévoir là, le contexte de l'inflation, comme on le vit en ce moment, et qui affecte concrètement les familles, particulièrement aux personnes âgées qui sont particulièrement vulnérables de ça. Et ça, c'est une critique importante à faire au gouvernement, puis des attentes immenses pour le prochain budget. C'est vraiment dans les revenus des personnes âgées, l'augmenter. Dans la dernière année aussi, j'avais fait une pétition dans mon envoi de circonscription et on a eu plus de 5000 signatures. Donc, tu sais, c'est une personne sur 20 pratiquement dans la circonscription qui aura donné l'appui pour augmenter le revenu des aînés. C'est donc dire à quel point c'est un enjeu important. On sait comment que la santé est un enjeu fragile dans nos services de proximité, de Témiscamingue particulièrement. Bien, l'enjeu des transferts en santé dont on parle souvent, là, le gouvernement du Québec est actif, il y a des rencontres, mais tu sais, leur revendication unanime du premier ministre du Québec et des provinces, c'est de l'ordre de 24 milliards. Mais si on amène ça au prorata, ça veut dire plus de 120 millions par année en Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a des pistes de solutions qui peuvent être répondues par ces transferts-là. L'argent dort à Ottawa est conservé. Et là, bien, c'est problématique. Puis toute cette vision-là au niveau de l'immigration, est-ce qu'on est capable, tant que ça, en Abitibi-Témiscamingue, d'avoir une capacité d'accueil pour des nouveaux arrivants? Je pense qu'on est à bras ouverts. Mais la réalité, c'est que juste l'enjeu du logement, l'enjeu de garderie. Il faut être capable d'être réaliste là-dedans, mais d'avoir une réponse administrative plus rapide, mais d'être capable d'augmenter notre capacité d'accueil, je pense. La demande des entreprises est là pour plus de main-d'œuvre, mais en même temps, c'est pas simple dans un... Savoir bien les accueillir, puis bien recevoir, avoir les infrastructures... Tout à fait. Fait que ça va faire partie des enjeux. Des discussions ce matin sur la piscine qui revenait aussi. Fait que ça, c'est un enjeu qui, je pense, est fondamental pour le Témiscamingue, la partie nord, en tout cas. Fait comment qu'on peut s'assurer que les défis en infrastructure se répandent, ça va faire partie aussi des choses qui vont m'occuper. Justement, si on en parle, tu as abordé le sujet, là, justement, tes dossiers prioritaires. Qu'est-ce qui t'appelle plus particulièrement ici au Témiscamingue là, en termes de dossiers là, que tu as sur la table ou des gens qui...
te questionnent par rapport à tout ça, justement? Là? J'en ai nommé plusieurs. Là, avec toi, je pourrais faire une boutade et dire c'est le championnat canadien, puis de s'assurer que la Coupe Russell reste au Témiscamingue, mais ça, j'ai pas grand pouvoir là-dessus. Mais blague à part, c'en est un enjeu qui est important. Tu sais, beaucoup de municipalités bougent. Je pense à Témiscamingue, un projet de quai sur lequel on peut avoir un apport. Et c'est cette notion d'accompagnement-là. Pendant les premières années, veut pas, on n'a pas été capable d'avoir la même proximité avec les gens. Ouais, là, le contexte de l'inflation aussi rend le coût des matériaux a explosé. Le marché se stabilise un peu. Est-ce que les prix vont pouvoir aller un peu à la baisse? On le souhaite concrètement. Comment les programmes fédéraux, gouvernementaux vont s'adapter à cette hausse de prix-là importante? Mais pour l'instant, c'est tout ça. Puis ça va être d'offrir le bon accompagnement. Mais si tu me parles de priorité pour le Témiscamingue, moi, j'ai un dada qui est celui de l'agriculture. C'est de voir comment on va être capable de construire ces liens de proximité-là pour pouvoir continuer de donner cette identité-là propre au Témiscamingue puis son développement. Est-ce qu'on peut avoir une valeur ajoutée dans toute la notion de résilience alimentaire? Moi, je crois à ça puis je pense qu'on est capable de faire un grand pas grâce au Témiscamingue. C'est très bien dit, Sébastien. J'aimerais qu'on en a parlé un petit peu tantôt, là, hors d'onde aussi. Un dossier, donc on a souvent discuté ensemble, Sébastien, tout ce qui est la couverture cellulaire, Internet haute vitesse en région. Est-ce que ce dossier-là progresse assez rapidement, à ton avis? Est-ce que tu vois des avancées depuis que tu es en poste? Oui. Je veux dire, il faut se rappeler, c'était quoi en 2019? C'était un enjeu dans lequel, moi, on te payait un des endroits les plus chers dans le monde, avec un service assez médiocre. Et bon, la principale avancée, puis moi, c'est un enjeu que j'ai amené en comité. La COVID aura été, par le télétravail puis les gens qui restaient à la maison, nous a donné beaucoup de munitions. Moi, j'ai fait parler chaque ministre qui était proche de moi pour pouvoir dire est-ce que c'est un service essentiel. Et le gouvernement fédéral aura bonifié ses objectifs à l'époque, en 2019, c'était de brancher 100% des Canadiens en 2030. Et 95 % en 2026. On s'entend que c'est une aberration, surtout aujourd'hui avec la technologie. Déjà là, ils auront investi 1 milliard supplémentaire et annoncé qu'ils voulaient brancher 98 % des Canadiens en 2026. Encore là, c'est très, très loin, mais moi, j'ai eu peur que le 5 % ou le 2 % qui restait, c'était des gens de chez nous parce que c'est difficile de faire. Puis, tu sais, un des exemples de financement public fédéral, comment que c'est complexe et que ça ne fonctionne pas. Un des projets qui a été financé, c'est un projet de câble à Moffett. Ils avaient 5 ans pour dérouler 50 km de fibre. Ça a été fait. Au bout des 5 ans, je me demande s'il n'y a même pas eu un délai supplémentaire, mais tu n'as pas branché un client avec ça. Donc, c'est pas vrai qu'on aura créé de l'accessibilité au réseau. Ce qui a changé la donne, c'est la stratégie du gouvernement du Québec, l'opération de vitesse, qui aura ciblé les territoires. Puis c'est une initiative qui vient d'Abitibi-Ouest, dans laquelle eux voulaient s'entendre avec un partenaire. Ils ont fait la cartographie de leur territoire, puis voir où sont les besoins, puis s'assurer de brancher tout le monde de là. Bien, c'est le modèle qui s'est appliqué partout au Québec. Sur notre territoire, ça a été Vidéotron, qui a l'ensemble de Témiscamingue, avec un montant, si ma mémoire est bonne, de 71 millions. Et depuis, l'opération se branche. Je veux dire, je m'en venais et à la hauteur de... là, c'était entre Baudry et Cloutier qui avait des camions qui étaient en train de dérouler. Mais on l'a vu tout au long de l'été, des camions qui sont en train de brancher les gens progressivement. Est-ce que ça va aussi vite que ça devrait sur les objectifs du gouvernement du Québec? La réponse, c'est non, parce que tout le monde devait être branché pour la campagne électorale. La réalité, c'est que notre réseau était assez désuet, les poteaux étaient en très mauvais état. C'est un réseau qui a été très mal entretenu. On a été pris pour acquis, puis en plus, on a un territoire hyper vaste et très décentralisé, déconcentré. Fait que bref, je peux comprendre pourquoi que les délais, en plus en pénurie de main-d'œuvre, ça prend plus de temps chez nous. Ça, c'est des choses que je comprends que l'industrie ne soit pas capable, en claquant des doigts, d'aller chercher tout le monde, mais ça l'avance à vitesse grand V, puis selon ce qu'on m'indique, c'est d'ici septembre, en tout cas, fin 2023, tout le monde devrait pouvoir avoir l'accès qu'ils avaient. Puis si les gens ont des questions, c'est assez facile à trouver là, par Internet, par le site de Vidéotron, voir qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi les échéances pour leur domicile, puis qu'est-ce qu'il y en a, ils peuvent vérifier cette information. Justement, on en parle. Comment tu vois l'arrivée d'un joueur comme Vidéotron sur le territoire? C'est une bonne nouvelle pour les gens? Bien, ça a eu un impact très direct sur, d'abord, la qualité du service,
l'accès à des programmes qu'on achète, donc plus de bandes passantes pour moi, et ça a baissé les coûts. Donc oui, ça a été un apport important. Ça a amené une certaine concurrence parce qu'on ne se le cache pas, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un monopole à trois têtes. Télébec et Cablevision sont propriétés de Bell. Ouais, exact. Donc, il n'y avait pas de concurrence. Et ce qu'on en dit, parce que c'est un dossier que j'ai abordé beaucoup au comité de l'industrie, la concurrence se fait à partir d'un quatrième joueur. Sinon, il y a une forme d'entente entre les acteurs. Donc, à partir de l'arrivée d'un quatrième joueur, là, il commence à y avoir une compétition qui amène les prix à l'avantage du consommateur. Mais en région, c'est un monopole à trois têtes. Donc, même juste l'arrivée de Vidéotron a fait chuter les prix de façon importante, mais reste que on n'est pas dans une diversité d'acteurs. Mais déjà là, ça a eu un impact, puis il faut saluer ça quand même. Excellent. Puis justement, tu en parles aussi, là, un mot sur ton rôle de vice-président du comité de l'industrie et de la technologie. Peut-être expliquer aux gens en quoi ça consiste exactement ton rôle sur ce comité-là, Sébastien? Bien, ce qui est intéressant comme vice-président dans un contexte de gouvernement minoritaire, c'est que nécessairement, en comité, d'abord, on fonctionne de façon collégiale. Donc, la notion de 50% plus 1 s'applique. Okay. Et donc, puisqu'il y a, le président est libéral, 5 libéraux, 4 conservateurs, 1 du Bloc, 1 du NPD. Ça représente la Chambre des communes, mais ramené sous un comité. C'est les prorata de chaque parti politique. Okay. Comme on est 32 députés du Bloc québécois sur 332, on représente environ 10% de la Chambre, donc on a un membre. Le NPD sont 25 élus, donc c'est à peu près le même ratio, ils ont un membre. Et moi, donc, le parti au pouvoir a la présidence dans un comité comme l'industrie. Les comités où ce que le gouvernement a rendre des comptes, particulièrement les finances et autres, ça va être un représentant de l'opposition officielle. Okay. Mon comité, c'est un libéral qui est président. Un conservateur et un premier vice-président. Moi, j'agis comme deuxième vice-président. L'impact d'être vice-président d'un comité, c'est notamment l'ordre du jour. Quels sont les sujets qu'on veut mettre de l'avant? Qu'est-ce qu'on veut aborder? Et nécessairement, le gouvernement minoritaire fait en sorte qu'ils ont besoin d'alliés. La bataille entre les libéraux et les conservateurs font en sorte qu'ils se tournent. Les libéraux ont besoin d'un allié, les conservateurs de deux. Donc, est-ce que l'opposition va se mettre ensemble pour pouvoir imposer des sujets pour rendre les conservateurs, les libéraux, c'est-à-dire redevables? L'enjeu plus récent d'une firme de communication qui décide de tout gérer l'agenda des gouvernements nous interpelle là-dessus particulièrement. Mais comment on est capable d'avoir un impact. Donc moi, un des premiers enjeux, ça a été ça, l'accès Internet haute vitesse, mais il y en a eu plusieurs, une relance économique plus verte, l'enjeu de l'aérospatiale, parce que c'est un enjeu très important pour le développement économique du Québec, a été amené par ça, l'enjeu dans les vaccins, on a posé des gestes. Fait que ma position fait en sorte que j'ai un rôle de pivot. Puis dans le contexte de mon comité, mon collègue du NPD est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Donc, on est capable de pouvoir orienter cette position-là d'un comité qui prend sa place. Puis c'est un comité qui, contrairement à bien d'autres, agit de façon très collégiale. Ça, c'est une des très grandes forces. Beaucoup de comités au niveau du Parlement sont dans des batailles, du filibustering. L'enjeu de sécurité publique des armes à feu en est un enjeu qui a été... au lieu d'avancer dans les dossiers pour trouver des solutions de compromis, non, c'est quelqu'un qui va prendre la parole de façon répétée, puis au bout de 2 heures, le comité est fini, on n'avance pas. Ça s'est vu dans tellement de comités. Le comité de l'industrie ne fonctionne pas comme ça. On est capable d'amener des enjeux. On a fait une étude récemment qui est encore active sur les chaînes de blocs. Donc, toute la notion de la crypto-monnaie, moi, c'est pas quelque chose sur lequel je suis dans ma zone de confort. Au contraire, comme le quantique. Mais c'est des choses sur lesquelles, je pense, comme parlementaire, c'est notre responsabilité de se faire une tête, de réfléchir puis de prévoir les lois qui vont réglementer cette industrie-là lorsqu'elle fera partie de notre vie. Qui aurait pu penser, il y a tout l'impact du téléphone cellulaire et tout, comment ça a transformé Internet, les réseaux sociaux. Il faut être capable de voir les choses arriver 2 coups d'avance en politique. Et le comité de l'industrie amène cette possibilité-là. Donc, c'est une belle chance. Puis oui, j'ai cette capacité-là de jouer un rôle de leader par ma position de vice-président dans l'ordre du jour des sujets qu'on a à aborder. Puis évidemment, pour moi, j'ai toujours un préjugé face au potentiel, en tout cas, le résultat que ça donne dans la région.
Justement, peut-être en quel avantage ça pour la région que tu puisses siéger sur ce comité-là? Est-ce que ça a des avantages pour l'Abitibi-Témiscamingue que tu sièges sur un comité comme celui-là? Bien, comme je dis, le fait de pouvoir avoir un impact sur l'ordre du jour des comités qu'on a à traiter, tu sais, je pense, exemple, moi, l'UQAT sont venus au comité déjà à plusieurs reprises. Une université régionale, mais qui s'intéresse à des enjeux très divers comme l'agriculture, comme les mines, qui a des opinions, des idées là-dessus, mais toute la question du financement de la recherche sont des éléments qu'on a pu avoir parce que ce qui est le plus intéressant dans le travail en comité, c'est que c'est là le véritable impact qu'on peut avoir comme député. La période des questions, là, je veux dire, c'est un spectacle qui, moi, honnêtement, m'ennuie de plus en plus. Là. C'est pas le moment plaisant de ma journée. Ça arrive à 2 heures. J'ai l'impression que ça coupe ma journée en deux. Puis, tu sais, c'est pas... Mais c'est un moment de télévision important, puis c'est important dans l'appareil médiatique. C'est ce qu'on va parler davantage. Mais le vrai travail où on peut avoir des impacts, c'est au comité. Puis l'industrie est intéressante parce que d'abord, c'est un des plus gros ministères du gouvernement, le ministère de l'Industrie, de la Science et du Développement économique, qu'on appelle en anglais HISED, si vous avez déjà entendu l'expression. L'argent vient de là, essentiellement partout. Et donc, les acteurs, les hauts fonctionnaires, les gens qui sont décisionnels, en dessous du ministre, sont très attentifs à nos comités. Et moi, ça m'est arrivé très souvent de poser des questions, d'amener des enjeux, de prendre des positions, puis de me rendre compte, 3, 4, 6 mois plus tard, aïe, c'est en train de bouger. OK. Puis, tu sais, c'est l'exercice le plus intéressant que probablement je ne prendrai jamais le temps de faire parce que, bon, on n'a pas le temps de s'asseoir là-dessus, mais entre nommer un enjeu, puis après ça, de voir une annonce 6 mois plus tard, mais c'est arrivé dans plusieurs reprises, tout l'enjeu, comme je le renomme, des minéraux critiques stratégiques. Moi, j'ai dénoncé qu'il n'y a pas de vision canadienne là-dessus. Oups, c'est créé une stratégie. Toute la question des vaccins, comment ça qu'on ne produit pas de vaccins au Canada. Oups, c'est arrivé Moderna. La question, tantôt, je parlais d'aérospatiale. Bien, il y a eu, avant la campagne électorale, 400 millions de promis dans l'industrie aérospatiale au Québec. Mais avant ça, il n'y avait même pas jamais de politique, jamais un comité fédéral s'était penché sur une politique nationale aérospatiale. Nous, au comité de l'industrie, on l'a adopté. Donc ça fait partie des impacts qu'on peut avoir par le travail en comité. Je vais rajouter aussi quelque chose. François-Philippe Champagne, qui est le ministre de l'Industrie, j'ai fait un voyage avec lui au mois de novembre en Corée, au Japon. Donc, pendant une semaine, on s'est rendu dans des territoires qui sont évidemment des partenaires économiques, mais dont ils sont au même stade que nous autres, dans le sens que la Chine est un partenaire immense, mais qui crée une instabilité géopolitique, je vais me permettre de le dire comme ça, beaucoup de méfiance. Et donc, eux se tournent vers d'autres marchés, mais ce sont 2 pays qui sont très dépendants au niveau des importations, particulièrement en agriculture, toute la question alimentaire, mais aussi au niveau des minéraux critiques stratégiques, des producteurs automobiles immenses, de haute technologie, mais qui ont besoin de la ressource et qui ne l'ont pas nécessairement sur leur territoire, donc ont besoin d'un partenaire. Et là, dans le contexte, nous, on peut être ce partenaire-là parce qu'on a une chaîne d'approvisionnement très sécure, on a des valeurs environnementales aussi importantes. Donc, il y a un maillage intéressant qui se crée, une belle effervescence. Puis ça, je l'ai vu sur le terrain, pour notamment les minéraux critiques stratégiques. Alors, comment que notre région peut en profiter? Bien, moi, c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant. Faire en sorte, quand je nomme ça, là, un pôle d'excellence en Abitibi-Témiscamingue, faire en sorte qu'on devienne attirant, qu'on réfléchisse, qu'on se positionne la mine verte, notamment que ça fasse partie de nos procédés, bien, c'est ce qui va être le plus vendeur, j'ai l'impression, dans les prochaines années dans l'industrie. Mais comment qu'on peut préparer notre région à ça? Donc, ma position de vice-président et porte-parole en matière d'industrie m'amène à être capable de prendre un rôle d'influence, de leadership sur ces questions-là, puis d'attirer l'attention partout à Ottawa pour dire « Hey, nous, en Abitibi-Témiscamingue, on est là, on existe, mais on est bon aussi, puis on a ce que vous avez besoin. » Fait que maintenant, on peut-tu discuter? Fait que c'est ça qui est intéressant par ma position. Puis effectivement, ça amène des contextes intéressants. J'ai hâte de voir comment ça va se développer dans les prochaines années. Parfait. Sébastien, on en parlait un petit peu tantôt, mais en santé, depuis de nombreuses années, le Québec attend les transferts d'Ottawa. On le sait, là, ça se fait toujours attendre. Le gouvernement canadien qui avait souligné là, que ces transferts seraient accompagnés de certaines conditions. Là, on sent depuis quelques temps que ces conditions-là semblent vouloir s'assouplir. Est-ce que maintenant, vous avez bon espoir de voir ces sommes-là arriver dans les provinces? Je vais le croire quand je vais le voir. Okay. Ça, moi, je demeure malheureusement plutôt pessimiste sur cet enjeu-là parce que le gouvernement fédéral est très opaque et de mauvaise foi là-dedans. La santé est une compétence exclusive des provinces. Ottawa a un budget en santé quasiment plus grand
que celui du Québec, mais j'aurais pas un hôpital. T'sais. À un moment donné, il y a des problèmes, puis il y a une question d'efficacité là-dedans. Mais la notion de santé de service, c'est Québec. Il y a 50 ans, tu avais une notion d'entente qui faisait en sorte que chaque dépense en santé, 1 $ dépensé en santé, le fédéral en payait la moitié. En ce moment, on est à peu près dans 22 cents dans la pièce. Il y a une différence énorme, un désengagement d'Ottawa. Après ça, on va nous dire qu'on est pauvre, qu'on soit de la péréquation, qu'on n'est pas capable au Québec de se développer, etc. La pression financière qu'a le budget de la santé, qui est quasiment à 50 % ou même plus du budget du gouvernement du Québec, c'est la santé. Et Ottawa s'est désengagé depuis 50 ans d'un montant qui fait énormément de différence. Et c'est pour ça, moi, que je pense que ces transferts-là sont absolument fondamentaux. Puis les provinces sont raisonnables dans leur demande. Ils demandent de monter ce montant-là à 35 %, donc au lieu de 22 à 35 %, et après ça, faire un retour progressif. Okay. Mais Ottawa s'est désengagé, a arrêté. Imagine, toi, tu es dans une relation de couple, tu arrêtes de payer le loyer. Mais le loyer, il faut qu'il se paye pareil, là. Fait que toi, tu sors chez vous, puis tu dépenses de l'argent, puis t'es le cool guy qui paye la bière à tes amis, puis etc. T'as l'air riche, mais c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'autre parce que t'as arrêté de prendre tes responsabilités. Et c'est ça qui est extrêmement frustrant dans la façon d'opérer du gouvernement fédéral. Ils centralisent de plus en plus, puis l'alliance avec le NPD leur favorise ça. Okay. Aller dans les compétences des provinces, puis donner de l'argent, puis d'être cool, puis etc. Cette façon de faire-là, elle est anticonstitutionnelle dans la vraie vie, mais très dure à démontrer. Puis, comme la politique va vite, comme les gens ont peut-être peu d'intérêt pour ces subtilités-là de la politique, même pas chicane au Québec, on le sait, ça fait qu'on va pas au bout de ces choses-là. Mais moi, quand je pense à ces enjeux-là en santé, quand je vois des gens en Abitibi-Témiscamingue qui sont pas capables d'avoir des services de proximité, des services particulièrement en zone rurale, on s'entend tout l'enjeu de l'obstétrique aussi, c'est capotant. Mais pour moi, la solution est du côté d'Ottawa par des transferts. C'est sûr qu'il va rester quand même des enjeux au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre. Après ça, des questions, est-ce qu'on peut donner des conditions gagnantes, augmenter peut-être les salaires, un statut particulier pour l'Abitibi-Témiscamingue? Est-ce que c'est par l'immigration, mais favoriser ça? Mais Ottawa a une responsabilité aussi là-dedans pour des fast-tracks en immigration, pour donner des conditions facilitantes. Ça peut aller jusqu'à 37 mois. D'avoir des traitements de dossiers. C'est long, c'est très, très, très long. Et les gens sont pénalisés à travers ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est une perte pour tous. Et il faut être capable de changer ce système-là pour qu'il fonctionne à l'avantage des gens, particulièrement en milieu rural. C'est très bien imagé, en tout cas. Sébastien, on a parlé un petit peu aussi tantôt, là, le dossier dans lequel tu as vu beaucoup t'impliquer dans les derniers mois, celui de Hockey Canada qui a été éclaboussé, tu l'as mentionné, il y a plusieurs scandales dans les derniers mois. Peut-être nous rappeler, on t'a vu beaucoup à l'échelle nationale dans ce dossier-là. Peut-être justement nous rappeler exactement quel a été ton rôle exactement dans ce dossier-là, Sébastien? Sincèrement, humblement, je dirais que à 3 moments, j'aurais pu, je pense, faire une différence. D'abord, initier cette étude-là quand Rick Westhead, journaliste de TSN, avait sorti son article pour présenter la situation. Évidemment, ça m'avait scandalisé, mais 2 jours après, le constat, c'est que Chris, ça retombe. Excusez. C'est retombé mort. C'est retombé mort. Fait que là, moi, je me dis, bon, c'est quoi, je pose une question à la ministre, elle va me dire que ça n'a pas de bon sens, puis ça va finir là. Comment qu'on peut se mettre en action? Et c'est là, je me revois dans l'antichambre, puis d'avoir le flash, de dire non, il faut les rendre imputables. On les convoque au comité du patrimoine, ça s'est même fait par subpoena, là. Le pouvoir parlementaire est celui-là, d'obliger à nous donner des documents aussi, mais de remettre c'est quoi la situation de Hockey Canada, qu'est-ce qui s'est passé, faire la lumière sur cet enjeu-là. Donc, ce premier geste-là aura démarré tout le processus. Et là, ils sont arrivés au mois de juin, ils ont tellement été arrogants, mauvais, mal préparés, mais ils ne voulaient pas communiquer, ils ne voulaient pas être là. C'est la culture du silence. Oui, exact. C'est une des organisations les plus puissantes et ils se sont mis au-dessus de la population, au-dessus des lois, au-dessus du Parlement. Et ça les a rattrapés, ça l'a choqué. Mais donc, après ça, on est allé un deuxième élément où j'ai pu faire une différence, c'est dans les types de documents qu'on a pu demander. Des rapports, pas juste au niveau des rapports financiers, parce que le réflexe de la ministre Saint-Onge, ça avait été ça. On demande un audit financier, on suspend le financement jusqu'à l'audit financier. Ouais. Mais tu sais, ce qu'on a appris plusieurs mois plus tard, là, la création dans un fonds, là, on sait très bien que l'audit financier ne l'aurait pas démontré. Il fallait être capable d'être très précis dans ce qu'on demandait puis dans comment a fonctionné les choses. Le rôle de Sport Canada qui était au courant plusieurs années avant, mais qui n'a pas agi aussi, ça nous a questionné énormément.
Et un troisième volet, c'est à l'automne, quand Hockey Canada est venu une deuxième fois. En juillet, c'était excusé. On a compris, on va changer nos façons de faire, mais là, on se reporte à l'automne. La présidente qu'on avait convoquée, la présidente du conseil d'administration, était venue nous dire, notamment qu'elle s'attribuait à sa haute direction un A, puis que c'était fantastique la façon dont elle agissait, puis se demandait même si Hockey Canada, si on enlevait Hockey Canada, est-ce qu'elle allait avoir encore de la lumière dans nos arénas? Tu sais, prendre le monde, s'adresser à l'intelligence du monde, en tout cas, c'était pas nécessairement un bel exemple. Mais, et moi, j'ai sollicité une rencontre avec la ministre Saint-Onge pour pouvoir mettre des choses sur la table et expliquer comment fonctionne Hockey Canada. Notamment par le rôle des branches, ce qu'on appelle. Donc, le rôle de chaque province, qui sont décisionnels. Parce qu'eux, on nous avait mentionné au mois de juillet que s'ils allaient rester en place, puis que ça allait être ses membres qui allaient décider. Donc, ils voulaient renouveler leur confiance. Et ça s'en venait à vitesse grand V. On sentait qu'ils se réinstallaient, qu'ils remettaient leur griffe. T'sais. Puis en même temps, ceux qui votent, c'est un peu comme le collège électoral aux États-Unis. C'est des grands électeurs qui sont dans la machine depuis longtemps. T'sais. Ils savent comment ça marche. Puis... S'il y a 5 personnes qui supportent dans une province, mais c'est 5 qui ont le droit de vote, bien, ils vont avoir les votes de la province. T'sais. Fait que le parent, en bout de ligne, qui est choqué de ça, ben, il va être passé à côté. Donc, expliquer ce mécanisme-là pour être capable d'agir au sein de ces fédérations-là, pour pouvoir comprendre leur rôle. Puis là-dessus, je salue le leadership de Hockey Québec, qui a été le premier à dire non, nous, on les supporte plus. Et qui ont créé l'effet domino qui a été nécessaire dans la dernière semaine et qui aura mené finalement à la démission de Scott Smith et de l'ensemble de son conseil d'administration pour changer les choses. Là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau conseil qui a été recommandé, qui a été élu, dans lequel il y a beaucoup de liens avec l'ancien. Fait qu'on ne sent pas senti qu'on a changé une culture, même des liens de famille, de proximité avec d'anciens membres. Donc, ça n'a pas, mes espoirs n'ont pas tous été matérialisés, mais je pense qu'il n'y a aucun changement qu'on pouvait faire si la direction actuelle demeure en place. Mais tout agir sur ces mécanismes-là, comment fonctionne la machine, comment elle réfléchit, bien, c'est un des impacts majeurs qu'on a pu avoir. Donc, on va les garder à l'œil, j'imagine, de votre côté. Là. Puis je te dirais qu'une suite, pour moi, qui est importante, c'est de voir comment, d'abord, l'ensemble des sports, le rendre sain et sécuritaire, changer le paradigme canadien de la médaille d'or à tout prix, qui va faire en sorte qu'on va pousser des athlètes, qu'on va presser le citron jusqu'au bout, mais qu'on n'est pas dans une pratique d'un sport intéressant, accessible pour tout le monde. Puis moi, je pense que plus de gens vont avoir un plaisir à faire un sport, bien, plus le bassin de sportifs va être important, tant au niveau féminin que masculin. Et plus on risque d'avoir des athlètes de haut niveau qui vont se démarquer dans un plus grand bassin, puis qu'on va aller la chercher pareil, cette médaille d'or-là. Mais la même chose peut se faire davantage dans une notion de plaisir, de saines habitudes de vie. La Norvège et d'autres, Danemark, sont dans ce modèle là. Puis après ça, Équipe Québec, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis je le nomme parce que je trouve ça fâchant. Tu regardes, en ce moment, vient de se terminer le tournoi féminin des U18. Il y avait 3 Québécoises là-dessus. Le tournoi masculin des championnats juniors, il y avait encore juste 3 Québécois. Ouais. Au prorata de la population, il devrait en avoir au moins 5. Donc, des années, ça veut dire 7, d'autres années, 3. C'est pas grave. Mais jamais, systématiquement, on dépasse le 2 francophone de service. Et il y a un coach qui est là. Puis si tu prends tout l'ensemble du staff, du personnel, bien, sur 43 personnes, il y en a 4 Québécois. Un entraîneur adjoint puis 3 joueurs. Mais si on avait une équipe Québec, bien, tous ces gens-là seraient du Québec. Ça veut dire qu'il y aurait probablement des gens de chez nous aussi, de l'Abitibi et du Témiscamingue, qui vivraient cette expérience-là internationale. Donc, toutes nos organisations mineures de hockey en profiteraient de voir un des nôtres qui va vivre l'international. Nicolas Roy-Samon, l'exemple, qui aurait fait partie de l'équipe. Absolument. Et donc, tu as effectivement 23 joueurs qui vivent, qui vont avoir accès à la plus vitrine, la plus importante, pour avoir accès à la Ligue nationale. Qui vont peut-être avancer dans la hiérarchie de leur équipe, qui vont avoir une chance davantage de se faire repêcher. Là, on se prive de ça complètement. Puis, pour un spectacle, moi, depuis que les Russes sont partis, je ne sens pas qu'il y a une grande compétition. Pour le niveau féminin, c'est 2 pays, là. Les États-Unis l'ont échappé cette année, mais sinon, ça se passe là. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure compétition en ayant plus de nations compétitives? C'est que le hockey québécois est différent du hockey canadien. Le modèle du Bœuf de l'Ouest ou du Great Metropolitan Toronto, là, on le connaît davantage au Témiscamingue, c'est un modèle-là, plus physique. Nous, on croit au jeu plus créatif. Fait qu'on les fait pas. Mario Lemieux s'était fait dire qu'il était pas assez bon. C'est fascinant, là.
Fait qu'on est discriminé Ok, là-dedans. ouais, On peut ouais. avoir nos propres équipes. C'est quelque chose aussi qui risque de m'intéresser prochainement. On va en reparler, Sébastien, avec grand plaisir. On va parler d'un autre sujet. Sébastien, en 2022, vous avez fait le choix d'accueillir une famille ukrainienne chez toi. Peut-être nous expliquer un peu ta réflexion. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'accueillir ces gens-là chez toi? Bien, d'abord, je dois donner le crédit à cette initiative-là à ma copine, Ok. Émilie. J'étais au match des Titans et elle m'appelle et dit Sébastien, on peut-tu se parler? Je suis ben là, c'est pas trop un bon moment. Là, je m'en vais déposer la mise au jeu. Fait que je peux-tu te rappeler? Tu sais? Elle dit j'ai donné notre nom pour accueillir une famille ukrainienne. Fait que là, je suis comme OK, wow, ben regarde, je vais te rappeler, donne-moi 20 minutes. Tu sais? Ouais, mais c'est parce qu'on a été acceptés. OK! Mais puis en même temps, ben regarde, je sais que mon rythme de vie, 3 semaines sur 4, 10 mois par année, je suis pas à la maison. T'sais. Fait que c'est pas moi que ça impliquait le plus. Mais oui, c'est un sacrifice important parce que c'est notre milieu de vie immédiat. Puis en même temps, ben, moi, j'ai le goût d'être utile dans ce conflit. On se sent tous interpellés dans la guerre en Ukraine, d'avoir cette place-là, mais d'avoir une capacité d'aider concrètement des gens dans leur cheminement. Donc, la famille qu'on a accueillie, qui sont une famille de 5, donc un couple dans le milieu de la vingtaine et leurs 3 enfants, à ce moment-là, avaient 1, 3 et 5 ans, sont arrivés à la mi-juin. Maintenant, ont un appartement, une opportunité qui s'est offerte à eux, qui est gagnante. Donc, sont partis en début janvier. On garde un contact. Moi, j'ai aidé pour le permis de conduire, notamment. Fait qu'aller la voiture, aller chercher, etc. C'est des choses très pratiques sur lesquelles le lien se maintient. Mais après ça, le souhait que j'ai toujours eu, c'est qu'il développe un sentiment d'appartenance à notre région puis qu'il voit quelque chose de gagnant. Donc, lui a trouvé un emploi au cégep. Qui travaille de ce côté-là, est devenu un grand fan des Huskies, aime le jeu du hockey pour sa notion physique, mais sa notion rapide. Fait que c'est un plaisir qu'on a pu partager puis développer. Le plus vieux va à l'école, donc un commencement d'apprentissage de la langue et tout. Fait que, qu'est-ce que ça va donner à long terme, comme plusieurs familles ukrainiennes, parce que je pense qu'on a accueilli dans la région au moins une soixantaine de réfugiés ukrainiens comme région. J'espère en tout cas qu'il y aura des traces de ça à long terme, mais ça a été une expérience tant familiale que humaine, évidemment, enrichissante. Là. Et justement, Sébastien, comment s'est passée leur adaptation à la région? Comment tu sens qu'ils aiment leur région d'adoption? Mais je pense qu'ils aiment bien la région de l'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement lui qui est un amoureux de la nature, donc il retrouvait ça chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Reste qu'aussi, je veux dire, on peut nommer que ce sont des gens qui quittaient la guerre, qui quittaient leur pays. Beaucoup de gens qui ont vécu les processus d'immigration pourront vous parler d'un certain choc de valeurs, de choc de culture, de manque de références culturelles. T'sais. Fait que c'est des défis qu'on aura vécu aussi. Là. Je pense que c'est un portrait réaliste. Là. Tout n'a pas été toujours rose parce que faut faire preuve d'empathie. Là. C'est difficile de quitter un pays dans un contexte de guerre, avec toute l'inquiétude des proches qui sont demeurés au front, avec les mauvaises nouvelles qu'on a eues au courant de l'année. C'est sûr que la journée où que la Russie avait reculé a été une journée heureuse. La journée où que la Russie a fait des offensives, particulièrement dans la région d'Odessa, d'où ils venaient, ont été des moments beaucoup plus inquiétants. Donc, ça demeure quelque chose de préoccupant. Disons que c'est une région du monde qui n'a pas fini de nous intéresser. Mais j'ai bien hâte au jour où je pourrai aller faire une visite. C'est quelque chose qu'on s'est évidemment promis avec Nikita, d'aller voir son pays, son espace, qu'est-ce qu'il nous parlait, de pouvoir y aller, en espérant que ça va pouvoir se faire dans un contexte de redéveloppement, de recréation d'un pays qui va réémerger et qui sera libre, effectivement. Exact, oui. Sébastien, ça serait peut-être le mot de la fin. Est-ce que tu as un message à lancer aux citoyens du Témiscamingue qui sont à l'écoute, qui vont regarder cette entrevue-là? Je te laisserai le mot de la fin pour les saluer. D'abord, moi, je suis très content. Pour moi, le Témiscamingue a toujours été, en quelque part, un deuxième chez moi. Puis juste pour l'anecdote, moi, je suis pas né au Témiscamingue, malheureusement, puis je demeure pas encore ici, bien que c'est quelque chose qu'on n'exclut pas
dans quelques années, ma copine et moi, on a notre voilier sur le lac Témiscamingue, comme tu le sais. Moi, un des plus beaux compliments qu'on me fait, c'est quand on me dit Hey, j'étais sûr que tu venais de Témiscamingue, tu viens pas d'ici. fait que je me dis quand même que j'aurais réussi quelque chose qui est pas toujours évident d'être accepté par les gens de Témiscamingue comme l'un des leurs. Mais blague à part, bien que mon grand-père est né à Saint-Bruno-de-Guigue, hein, quand même. Mes racines sont ici, des Lemire de Saint-Bruno-de-Guigue, la côte à Perrault, etc. Là. Mais bon, pour 2023, qu'est-ce que je nous souhaite? Je nous souhaite une année d'abord peut-être plus simple, plus équilibrée. Évidemment, je pense que tout le monde en a besoin. Je sens que le redémarrage de 2023 est moins évident que bien d'autres années, mais à travers un contexte d'inflation, à travers un contexte dans lequel on possède pas tous nos leviers encore, de garder le cap. Je pense que c'est là qu'il faut peut-être être. Puis, comme rendez-vous, notamment pour les gens du Témiscamingue, probablement quelque part au mois de mai, on va organiser à l'attention des aînés un colloque. Donc, l'invitation pourra être refaite dans ces moments-là. Parce qu'on a créé ce comité aviseur aîné-là, c'est une de mes promesses électorales. Le comité aviseur s'y est penché, il y a des représentants du Témiscamingue aussi qui sont là. On a mis deux priorités, la question des revenus, mais la question des services également, particulièrement en milieu rural. Donc, on veut entendre les gens, on veut pouvoir proposer des choses pour pouvoir m'alimenter dans mon rôle de député, tant dans mes interventions en Chambre, évidemment, les revendications qu'on va pouvoir faire auprès du gouvernement fédéral dans le contexte budgétaire, parce qu'on y réfléchit déjà. Puis par la bande aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir suggérer au gouvernement du Québec, à Daniel Bernard aussi, qui puisse se faire, parce que tout n'est pas dans le cours du fédéral, mais parce que je veux que les choses restent simples. Moi, ce que je veux entendre, c'est les priorités des gens, puis on saura faire les recommandations qu'il faut à ce moment-là, mais on réfléchit à une formule dans laquelle on veut entendre les gens directement sur place, donc potentiellement une rencontre dans le nord du Témiscamingue puis dans le sud du Témiscamingue, puis ça pour chacune des MRC du territoire d'Abitibi-Témiscamingue. C'est quelque chose qui s'en viendrait au mois de mai. Donc, ce sera un des rendez-vous là, que j'aurai avec les gens. Si on ne se croise pas autrement dans un commerce sur l'eau ou dans une attraction touristique, peu importe. Sébastien, c'est ce qui conclut cette entrevue. Donc, un immense merci d'être venu nous voir aujourd'hui en studio. Et puis, c'est toujours un plaisir de pouvoir jaser avec toi. Et puis, je t'invite à revenir quand tu veux à TVTV. C'était toujours le bienvenu. Ben, moi, je nous souhaite ça, un rendez-vous mensuel, Francis. Donc là, je me rends imputable de ça. C'est important qu'à chaque mois, on puisse trouver un moment puis venir se jaser comme ça. Sébastien, un gros merci encore une fois. Merci d'être venu. Francis. Merci. Bye-bye. Le Réseau québécois de développement social a remis le prix Norbert Rodrigue à Édith Vincent pour ses 25 ans d'implication pour l'amélioration de la qualité de vie des aînés au Témiscamingue. C'est directement de la Floride, via Zoom, que Mme Vincent témoigne de son vécu auprès des personnes âgées de la région. Donc, grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Édith Vincent. Édith, peut-être te présenter un peu pour les gens. Quel rôle tu as occupé auprès des personnes âgées au Témiscamingue? Moi, je suis Édith Vincent. Je suis la directrice générale de la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue. C'est un organisme qui existe quand même depuis 41 ans et que moi, j'en fais partie depuis 26 ans et demi, mettons. Okay. Que j'étais à l'organisation. Et puis là, Édith, dernièrement, tu as le Réseau québécois de développement social qui t'a remis le prix Norbert Rodrigue pour tes 25 ans d'implication pour l'amélioration de la qualité de vie des aînés au Témiscamingue. Comment tu as reçu cet accueil-là, cet honneur-là, Édith? Regarde, j'étais super fier parce que c'est vraiment une reconnaissance du travail qui était fait pendant les 25 dernières années. Mais il faut faire bien préciser que c'est pas juste un travail d'une personne, hein. C'est un travail d'équipe avec un conseil d'administration qui a toujours été là, présent, qui amenait ses idées, qui amenait son support. Avec une équipe dans le bureau qui était extraordinaire. On a des filles qui sont là depuis 15 ans et 20 ans et 25 ans. Quand ton personnel il est là, ta gang est là, là, tu es capable de faire des grandes choses. Mais tout seul, c'est sûr qu'on ne peut pas. Mais on a réussi, je pense, avec l'équipe qu'on avait, les comités locaux, les personnes âgées eux-mêmes, hein, parce que c'est eux autres, là, dans le fond, hein, qui sont capables de faire des grandes choses. Fait qu'avec eux autres, puis toute l'équipe, on a bâti un organisme qui est quand même assez fort aujourd'hui, là. Et peut-être parler, Edith, à quel moment c'est fait exactement? Est-ce que c'était une cérémonie? Est-ce que tu as assisté en personne à cette cérémonie-là? Oui, c'était à Québec.
Et c'était en personne. On était peut-être une quarantaine de personnes de la salle. Il y avait trois récipiendaires. Et il y avait Madame, je me rappelle plus de son nom, Madame Yvon, ça se Véronique peut-tu? Yvon. Véronique Yvon. Véronique Yvon, qui a reçu aussi un prix. Et il y a eu un autre organisme de Rwanda qui a reçu un prix. OK. Et moi, dans ma catégorie, j'étais dans la catégorie individuelle. OK. Donc, c'est encore plus personnel, Ben mettons, oui. là. Ben oui. Et Lynn Gélina, qui me remplace à la table de concertation, parce que je suis en arrêt de travail pour encore un petit bout de temps. Lynn qui me remplace avait tout organisé et avait en plus invité des membres de ma famille qui demeurent à Thetford Mines. Oh, wow. Donc, Québec, Thetford Mines, c'était pas loin. Fait que j'ai eu une double surprise avec des membres de ma famille. Et écoute, quand j'ai reçu le prix, là, je sais pas si tu l'as vu. Ben, j'ai vu des photos, oui. Bon, ben, le prix, là, si tu le regardes, là, c'est vraiment notre organisation, là. OK. C'est vraiment ça, là. Parce que si tu regardes la boule qui est le tronc, ça, c'est les comités locaux. L'arbre, c'est le conseil d'administration et l'équipe de planche représente les 5 entreprises qu'on a, dans le fond. La résidence Godette, la résidence Youville, le court séjour, les aides à domicile et le pavillon Tête du Lac. Ah. De, de plus, toutes les petites barres, c'est tout enroulé de fil de fer, comme. Ben, ça, c'est tous les employés, tous les bénévoles qui ont travaillé autour de la table. Ça le Wow. représentait Ouais. vraiment, là. Le, 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 le gars qui l'a créé, il vient des Laurentides, je crois, et il ne nous connaît pas, là. Fait que, mais qu'est-ce qu'il a créé? Ça nous représente tellement, là. Ça Ben ouais. représente la table incroyable. Wow, Fait c'est que c'était beau, hein? un honneur, là. Ouais, c'était Ouais. vraiment un honneur, là, de recevoir ce prix-là, là, Puis, après 20 ans et ben plus. oui. Justement, Edith, parle-nous justement de toutes tes années d'implication auprès des personnes aînées. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années-là jusqu'à maintenant que tu as vécu, là? Ah, écoute, que du bonheur, puis de la gratitude beaucoup. Mhm. La gratitude d'avoir eu la chance de travailler avec des aînés, des personnes impliquées. Si tu regardes les comités locaux dans chacune des municipalités, c'est des gens qui s'impliquent, c'est des gens qui sont là pour bouger, qui font de l'action, ils font des choses. D'avoir une équipe extraordinaire dans mon bureau. C'était 25 ans de bonheur, je te dirais. 25 et plus, là, parce Ben qu'on oui, en a plus. dépassé le 25. Mais c'était que du bonheur, que du bonheur. Et justement, c'est quoi tes plus beaux souvenirs que tu retiens jusqu'à maintenant, là, que tu as vécu jusqu'à Ah, maintenant? regarde, moi, je te dirais que la construction de la résidence Godette, qui était tout un défi. La réparation de la résidence Youville, quand on a tout refait l'intérieur. Quand les gens, on avait installé les gens dans des résidences, dans des motels, c'est-à-dire, Mhm. et on avait transféré la cuisine dans mon appartement et l'andromètre. Puis mon appartement est collé sur le bureau. Fait que là, les gens pouvaient, les employés du bureau, on sentait la bonne nourriture le matin, hein. Les cuisinières rentraient dans l'appartement, là, ils faisaient attention pour ne pas me réveiller. Tu sais, c'est des beaux souvenirs, ça. Quand on a tout bâti Godette, ben là, c'est une aventure d'une couple d'années. Mhm. Quand on est devenu l'aide à domicile aussi, puis je te dirais les premiers, les 4 premières années, là, c'était intense parce qu'on commençait l'aide à domicile. Fait que c'était dans mon appartement à l'époque. Fait que on faisait les réunions du CA sur ma table de cuisine, là, puis et on y allait avec les moyens qu'on avait, on Ah n'avait oui. pas de finances. Fait que, mais c'était des belles années. C'était des beaux souvenirs, on avait du plaisir. Puis même encore aujourd'hui, l'équipe qui est dans le bureau, là, c'est pas c'est une belle atmosphère, là. Oui. Tu sais, il y a un bon feeling quand tu rentres travailler le matin, là, ça te le tente, malgré que je travaille plus depuis un bout, là. Justement, ce qu'on vient de parler, tout ce qu'on a, tes réalisations, ces accomplissements-là, est-ce que c'est ça qui te rend le plus fier de toutes ces années-là, de tout ce que vous avez réussi à mettre en place? Ah ben écoute, définitivement, là, on s'entend que tout ce que la table a réussi à faire, puis là, je parle pas juste de moi, là, c'est Mhm. bien sûr.
Mais qu'est-ce que toute la table a réussi à faire au Témiscamingue, là? Tous les services qui ont été ajoutés depuis les 25 dernières années, là. Regarde, au début, là, il n'y avait pas d'aide à domicile. Il n'y avait pas de résidence personnes âgées. Il n'y avait pas comme là, on a des travailleuses de milieu. Il n'y avait pas ça. Là, on a tous ces services-là. C'est grâce à des gens, oui, comme moi, mais à des gens comme les comités locaux, comme les membres du conseil d'administration, là, qui ont vu des projets passer, puis ont dit, hop, 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 comment ça qu'on n'a pas ça chez nous? Ben, on va aller le chercher. La ligne d'écoute, un autre exemple. Qu'on va aller chercher, puis on va dire, hey, là, faut organiser ça chez nous, là. La même affaire que l'accompagnement. L'accompagnement aux aînés. Il n'y avait pas ça. Là, on a. Souhaitons que ça va durer, là. Mais, tu sais, c'est tous des services, là, qu'on est allé à force de fouiller dans les programmes, de fouiller dans des subventions pour être capable d'avoir ces services-là chez nous. Puis je pense que c'est la fierté qu'on peut avoir, la table, c'est d'avoir développé ces services-là, puis d'être présent pour les aînés, là, continuellement, là. Je pense que c'est ça notre plus grande fierté, là, à la table de concertation. Et puis en terminant, Edith, j'aimerais que tu m'expliques un peu qu'est-ce que tu apprécies de plus de côtoyer des personnes aînées au quotidien, de ce contact privilégié là, que tu as avec eux? Écoute, je te dirais, c'est leur expérience, à les écouter. Si tu écoutes, j'ai toujours dit, moi, dans toutes les conférences que j'ai faites, les personnes âgées, là, ils connaissent le problème, mais ils connaissent la solution. C'est bon. Fait qu'ils traient juste à les écouter, puis ils vont l'avoir, la solution à leur problème. Fait qu'il suffit de les écouter, puis d'après ça, de trouver les moyens pour le régler. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant dans les rencontres qu'on a avec les aînés. Quand ils les écoutent, là, ils disent, hey, Carl, moi, j'ai un problème de ça, puis je pense que si on ferait ça de même, on serait capable de le régler. Ben, tu sais, là, avant, je disais que je n'étais pas une personne âgée, mais j'en suis rendu une maintenant, étant donné que je suis rendu à 67 ans. Mais je n'ai pas encore tous les besoins, mais heureusement, de tous les gens qui ont des pertes d'autonomie. Mais je pense, c'est des écouter. Les écouter, il faut les écouter. Puis eux autres, ils vont nous amener des solutions. Puis on va être capable, avec des bonnes équipes comme on a là, de trouver des solutions et d'amener des moyens financiers. Parce que ça finit toujours par être ça le problème. Et je pense que c'est ça le plus important quand on rencontre des aînés, c'est de les écouter. Parfait. Edith, ça fait le tour de mon côté. Donc, je te remercie beaucoup. Ben, premièrement, je te félicite pour ce beau prix-là. C'est pleinement mérité. Puis que je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. C'est bien apprécié. Toujours un plaisir de jaser, Edith. Puis, ben, écoute, profite du soleil pour nous. Yes, monsieur, on va en profiter. Parfait. Merci, Edith. Bonne fin de journée. Toi aussi, Bye, bye. Bientôt. Bye. Bye. Le Conseil des arts et des lettres du Québec a octroyé une bourse de 25 000 $ à l'artiste témiscamienne Louise Lavictoire afin de réaliser une création artistique. Cette dernière nous explique tout le processus créatif de son projet à venir. Donc, bonjour Louise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, bonjour, ça me fait plaisir. Oui, peut-être nos téléspectateurs te présenter un peu, Louise, nous parler un peu de toi. Donc, oui. Actrice, comédienne, réalisatrice. Parle-nous un peu de toi, justement. Là. Bon, j'ai une formation en théâtre, en interprétation théâtrale. Je suis également metteur en scène, autrice de littérature jeunesse et autrice pour le théâtre. Et j'ai complété cette année une maîtrise en sciences de l'éducation aussi. Oh, quand même. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Et là, Louis, c'est ici pour nous parler. Tu as reçu 25 000 $ d'apport du CALC, qui est le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, pour une création artistique, peut-être une première réaction à cette belle nouvelle-là, Louis? Ah, j'étais vraiment sans dessus-dessous quand j'ai eu la réponse, parce qu'il faut savoir que le taux d'acceptation pour les bourses, parce que là, c'est à l'échelle nationale, est de 29 %. Oh, quand même. Donc, j'ai essuyé plusieurs refus depuis les 10 dernières années. Fait que c'est une première pour moi d'obtenir un soutien à l'échelle nationale. J'en ai eu assez souvent à l'échelle régionale, dans le cadre de l'entente territoriale. Donc, c'est sûr que j'étais bien excitée là, quand mais en même temps, ça me fait paniquer. C'est normal parce que c'est une création. Fait que j'ai un canevas de base, j'ai toute ma recherche et tout, mais je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Fait que ça me crée un petit peu de l'angoisse. C'est comme si je sautais en parachute.
Même si en même temps, je trouve ça très excitant. Là. Quand je vais être dedans, là, je sais que ça va être très plaisant. Là. Et peut-être justement nous expliquer un peu le processus. Comment ça fonctionne pour recevoir ce type d'aide financière-là, Louis? Eh bien, il faut mettre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je peux dire que j'ai mis pas loin d'une centaine d'heures à rédiger la demande. Bien, je dis rédiger, oui, la rédaction, mais c'est qu'il faut que tu trouves tes partenaires. Il faut que tu trouves les artistes qui vont travailler avec toi parce que, bien entendu, j'ai eu 25 000 mais ce n'est pas 25 000 pour moi dans ma poche parce que j'embauche quand même des professionnels là, pour m'aider, pour m'alimenter dans ma démarche artistique. Donc, c'était quoi déjà la question? Justement, comment ça fonctionne, le processus là, de financement? Ouais. Donc, le processus, c'est ça. C'est qu'il faut remplir beaucoup de paperasse. Il faut devenir un spécialiste, je dirais, de la demande de bourse. Il faut que ce soit très articulé. Fait que je suis contente d'avoir fait une maîtrise, ne serait-ce que pour ça, parce que ça m'a aidé beaucoup à articuler ma pensée, tu sais, vraiment d'être plus ferrée en rédaction. Donc, pour avoir moi-même été sur des jurys, j'ai souvent constaté que les gens qui avaient une pensée très articulée, puis qui avaient des demandes où est-ce que le vocabulaire employé était quand même un peu élaboré, tout ça. Puis en même temps, si on comprend bien, quand on est sur un jury, si on comprend bien, on voit où la personne s'en va, bien, c'est plus facile à ce moment-là d'attribuer des bonnes notes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On met des notes. On note les gens, c'est A, B, C, en tout cas, c'est entre, mettons, 60 et 100 %. On met des notes, puis après, ça correspond à A+, A-, enfin, B+, B, bon, un petit peu comme à l'école. On est sur un jury, puis après, ben, tu sais, on est souvent 4 ou ça peut être même 5 personnes qui délibèrent. Chacun de notre côté, on reçoit les dossiers, on les évalue. Puis après, on se rencontre à nouveau. Souvent, ça se passe en Zoom, là, en tout cas depuis la pandémie, avec un agent du calque. Okay. Puis on délibère. On défend des dossiers. Parfois, tu sais, nous, on a un dossier. Par exemple, moi, je peux dire, ce dossier-là, je le trouve extraordinaire. Moi, je lui mets un A. Puis quelqu'un d'autre va dire, ben non, moi, j'ai mis un C. Fait que là, après, il faut débattre. Il faut défendre nos dossiers, les dossiers qu'on évalue. Donc, mon dossier a été évalué. Je ne sais pas encore par qui, mais dans quelques semaines, je vais savoir qui était sur le jury. J'ai demandé à voir les commentaires de pourquoi j'ai obtenu la bourse, mais là, apparemment que je ne peux pas parce que dans le programme où j'ai déposé, on ne peut pas obtenir les commentaires. C'est ce qu'on m'a dit. OK. Mais c'est pas grave. Je l'ai eu, c'est ça. C'est ça qui compte. Justement, Louise, tu peux maintenant nous révéler en quoi consiste le projet artistique. Je pense que ça va être un mélange de cinéma, de théâtre. Peut-être nous expliquer un peu tout ça. Louise. Oui, ça, c'est un projet, là, je te dirais que ça fait au moins 10 ans que je cogite ça. Okay. Que j'avais envie de mélanger le théâtre et le cinéma, avoir comme une forme hybride, parce que je suis une passionnée de cinéma aussi. J'ai déjà joué dans quelques films. Puis, festival de cinéma, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, maintenant, avec les nouvelles technologies, création numérique, c'est ça, j'ai envie de mélanger un peu les deux, avoir par moment peut-être des extraits de films, mais qui vont être peut-être doublés par les acteurs qui vont travailler avec moi. Okay. Donc, on va peut-être couper le son du film, puis que c'est les acteurs qui vont poser leur voix, puis et vice-versa. Peut-être qu'on va garder les dialogues du film, puis que les acteurs vont répondre autre chose, que ça va être comme... je vais écrire moi-même les dialogues entre les acteurs du film et les acteurs qui vont être sur scène. Ça, c'est dans un premier temps, c'est un petit peu ça que je vois, là, le créneau, là, vers quoi je m'en vais. Mais au préalable, j'ai un gros travail de recherche à faire. Donc, comme je veux faire ressurgir les faits saillants du dernier siècle, donc c'est ça à la base, mais à travers le regard de l'enfant. Okay. Donc, je vais faire une recherche sur les faits saillants du dernier siècle. Donc là, il faut que je fasse... Tu sais, il y en a que je sais déjà, les 2 guerres mondiales, les gros Hiroshima, les gros événements là, qui ont marqué le monde, ça c'est sûr. Mais là, il faut que je fouille pour voir qu'est-ce qu'il y a, peut-être des événements là, que j'oublie. Donc, je fais un gros travail de recherche d'abord là-dessus. Après, je visionne des films, je ne sais pas combien, peut-être au moins une 50aine de films, mais où les personnages principaux sont des enfants. OK. Oui. Okay.
comme je pense comme au film de Charlie Chaplin, Le Kid, je pense au film Le Tambour, où est-ce que c'est un petit garçon qui refuse de grandir. Ça se passe pendant la montée du fascisme et tout en Europe. Super intéressant, en Allemagne d'ailleurs. J'ai pensé à Aurore l'enfant martyr. Maman, j'ai raté l'avion. Là, je vais faire un lien entre Maman, j'ai raté l'avion, puis les attentats au World Trade Center, même si ça ne se passe pas à la même époque, mais il y a des liens à faire là. Donc, c'est ça, je vais visionner plusieurs films où les personnages principaux sont des enfants, puis après, voir les liens que je pourrais faire avec les événements marquants. Et après, on entre en atelier d'exploration et de création avec une actrice puis un acteur et moi, probablement que je vais mettre la main à la pâte un petit peu pour ça, parce que je suis aussi comédienne. Là. Donc, je pense que je vais peut-être m'offrir quelques rôles. Surtout si c'est des rôles qui sont... Si c'est filmé, si c'est sur écran, ça va être plus facile que d'être live sur scène. Ça, je pense que je vais vouloir me gâter un peu. Donc, puis après ça, donc là, on a à peu près une 30aine d'heures de prévues pour ces ateliers-là. Puis ça, c'est en collaboration avec ma musée d'art, qui nous prête l'espace pour les répétitions, qui nous prête le matériel, écran, projecteur vidéo et tout, parce qu'on va avoir besoin de ça. Parce qu'il faut que je projette des séquences de films aux acteurs pour qu'ils voient un petit peu sur quoi ils vont travailler. Et je vais faire appel aussi là, à une finissante de l'UQAT en création numérique, justement, pour extraire les séquences de films que je vais choisir. Parce que là, si je choisis une 20aine de films, il va y avoir des séquences. Il y a peut-être des séquences, ça va être 30 secondes, des séquences, ça va être 2 minutes. Puis, je ne suis pas tellement habilitée pour faire ça. Fait que je vais avoir le soutien, entre autres, là, pour cette tâche-là. Mais après, plus tard, l'étudiant ou l'étudiante va aussi être affecté à d'autres tâches. J'ai embauché un cinéaste aussi qui va venir travailler avec nous probablement dans les dernières heures d'exploration. Donc, dans le processus de création, là, ça va se dérouler au MAM Musée d'art qui nous prête l'espace pour travailler avec la comédienne et le comédien. Donc là, c'est des ateliers d'exploration et de co-création pour une 30aine d'heures qui sont filmés. Et après, moi, je repars puis pour 8 semaines pour écrire le texte, que je me penche là-dessus. En collaboration avec l'étudiant ou l'étudiante de l'UQAT aussi, pour voir, parce que j'aimerais insérer à l'intérieur de mon texte des créneaux où est-ce que ça va être des films, des séquences filmées ou des séquences de films. Donc, je vais quand même avoir besoin un petit peu de conseils à ce niveau-là, de dire, est-ce que tu crois que ça se peut là, d'insérer à tel endroit, qu'est-ce que tu en penses et tout. Une fois ce travail-là fait, on entre aussi en exploration avec l'équipe du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, qui, eux, sont quand même, je dirais, la fine pointe de tout ce qui est création numérique. Là. C'est la salle en Abitibi-Témiscamingue qui est la mieux équipée. Ils sont spécialisés là-dedans. Donc, il va y avoir une 20aine d'heures avec l'équipe de spécialistes du Petit Théâtre après d'entrer en répétition pour une 50aine d'heures là, avec les acteurs et encore avec l'équipe du Petit Théâtre. Tout va se passer là. Donc, la bourse que j'ai eue aussi, c'est important de spécifier que ce n'est pas pour de la diffusion. C'est vraiment, ça nous donne la possibilité de se tromper, dans le fond, d'explorer, de chercher tout ça, d'essayer des choses. Puis, on va faire comme une représentation devant un public cible qu'on appelle, ou un public, ça va être comme un public test, un public témoin. En plein ça, tu m'enlèves. Moi, je connais ça, un public témoin, devant peut-être une 20aine de personnes, des gens plus du milieu du cinéma ou du théâtre, qui vont pouvoir nous donner leurs commentaires constructifs, nous dire, tel endroit, tout ça, pour essayer d'améliorer la chose, n'est-ce pas? Et après, je vais devoir me retaper une demande de bourse pour la diffusion. Si on va jusque-là, si on considère que le résultat n'est pas probant et que ça n'a pas donné ce qu'on voulait, peut-être que ça va rester lettre morte. Mais en tout cas, c'est pas ça le but. Non. Le but, c'est vraiment après de pouvoir faire une diffusion à l'automne 2024 en collaboration avec le Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.
Donc, le but, c'est ça. Donc, on aurait un partenariat avec eux qui, eux, seraient prêts à faire la promotion du spectacle. Donc, puis le spectacle aurait lieu quelques jours avant le début, là, avant le lancement de la programmation officielle du Festival de cinéma et avant aussi le Festival du court-métrage, là, le nom m'échappe, Espace court, si ma mémoire est bonne, c'est ça? Ouais. Donc, ça serait peut-être la veille ou 1 ou 2 jours avant le début de l'Espace court qu'on pourrait présenter ça, diffuser ça, puis après, en tout cas, je ne sais pas. Oui, tout ça reste à déterminer. Tout reste à déterminer, puis après, on aimerait bien faire une tournée, effectivement, en Abitibi-Témiscamingue, voire ailleurs aussi, au Québec et au Canada francophone. Qui sait, ben oui, il n'y a pas certain. Hey, il faut rêver, là, il faut avoir une vision plus large que se dire que ça va juste se passer en Abitibi-Témiscamingue. Donc, le but, c'est ça, mais là, c'est ça, il va falloir que je rédige une nouvelle demande pour la diffusion. Exact. Et là, comme on disait, en entrée du jeu, et Louis, c'est une idée qui est là depuis longtemps. Ce n'est pas dès la dernière semaine que tu as été là. Ça fait déjà plusieurs années que tu mijotais un projet de cette envergure-là. Une dizaine d'années même. Ouais. Mais je pense que j'avais déjà déposé une demande de bourse dans le cadre de l'entente régionale, mais il y a quand même plusieurs années, et je ne l'avais pas eu. Donc, je dis là, je prends moi, c'était comme partie de mon esprit. Puis là, je dis, bien là, c'est ma revanche. OK, je redépose, mais tu sais, ma demande était quand même beaucoup plus articulée là qu'elle pouvait l'être en 2004. Là. Ben, je dis 2004, non, c'est pas 2004, mais bon, c'est ça. Donc, ça m'est revenu, puis j'ai dit, bien là, je fonce, puis je demande, et j'ai demandé, et j'ai eu. Demandez, vous recevrez. Oui. Et puis, justement, ton objectif, c'est quoi avec ce projet-là, Louise? C'est quoi ton objectif principal avec un projet artistique de ce genre-là, de cette ampleur-là, je devrais dire? Alors, mon objectif principal, c'est sûr, c'est de faire en sorte que ce soit vu par un grand nombre de personnes, que ce soit diffusé ailleurs qu'en Abitibi-Témiscamingue. Ça n'exclut pas l'Abitibi-Témiscamingue, bien évidemment, mais que ça puisse connaître un succès ailleurs qu'en région. C'est pas évident d'avoir une reconnaissance, même si ça fait presque 40 ans que j'exerce dans le métier. Hein. On dirait que c'est toujours à recommencer. Et c'est ça, j'aimerais vraiment que ce soit vu par un large public aussi. Oui. Ça, c'est pas un public cible ou, comment je pourrais dire ça, un public d'élus, si on veut. Je veux que ce soit accessible à toutes et à tous. Ça, pour moi, c'est très important. Le théâtre, ça doit être accessible. Il ne faut pas que ce soit hermétique puis que ce soit juste pour des érudits. Non, ça, pour moi, même si les thématiques sur lesquelles je pense me pencher, guerre mondiale, tout ça, des événements qui sont plutôt tragiques, mais je veux essayer quand même à travers ça d'insérer un petit peu de satire, de l'humour, comment aborder ces thèmes-là sans que ce soit lourd, conscientiser les gens quand même, mais faire en sorte qu'on puisse aborder ça sous un angle un peu différent que le drame ou la tragédie. C'est un beau projet, j'ai hâte de voir ça, Louise. Moi aussi. Là, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Là, tu t'en parles un peu. T'estimes réunir combien d'artistes pour ça? On parle de comédiens, acteurs. C'est quoi? Est-ce que là, tantôt, tu parlais d'un ou deux? Est-ce que tu vois plus large? Comment tu vois ça un peu, pour cette demande-ci, j'avais un budget à respecter et tout, donc je ne peux pas engager 10 comédiens. En tout cas, ce n'était pas ça qui était prévu au départ, puisque là, c'est plus comme des ateliers d'exploration. Donc, une comédienne, un comédien et moi, un cinéaste, un étudiant ou un conseiller en création numérique, plus l'équipe du petit théâtre, plus une conceptrice d'éclairage, une conceptrice en scénographie. Ça fait que ça touche à peu près une dizaine de personnes. Oui. Fait que, tu sais, 25 000 $, c'est pas, comme je le disais, c'est pas dans ma poche parce qu'il faut que je paye ces gens-là quand même. Puis, tu sais, aux tarifs syndicaux. Oui, non, c'est ça. Donc, oui, ça va toucher au moins une bonne dizaine de personnes. Quand même, écoute, là, c'est quand même impressionnant quand on pense à tous ces gens-là qui vont tourner autour. Oui, mais le théâtre, ça demande quand même beaucoup de main-d'œuvre. On ne peut pas, en tout cas, on peut pas monter un show comme ça et tout faire. Là. Mettons, faire un one-woman show, même là, même si j'étais seule en scène,
j'ai pas le choix, là. Il faut embaucher quand même des gens pour nous éclairer, pour nous habiller, Ben oui. il faut faire les décors. Surtout que là, c'est un mélange de théâtre et de cinéma. Exactement. Donc, tu sais, la création numérique, moi, je m'y connais un peu, mais pas tant que ça. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut que j'aille me chercher une expertise qui est vraiment à la fine pointe, là. Donc, c'est ça. Ça va toucher une dizaine de personnes. Et là, justement, tu en as parlé un peu aussi tantôt, mais peut-être nous rappeler, Oui. t'espères, le résultat final du fruit de ton travail, nous présenter ça à quel moment? On parlait de 2024? Bien, en fait, le laboratoire là, qui va se passer devant un public témoin, ça, c'est à l'automne 2023. OK. Oui. Donc, c'est quand même un travail d'à peu près 6 mois entre le moment où je vais commencer ma recherche et le moment où on va présenter le laboratoire. C'est 6 mois. Un échéancier de 6 mois. Et puis, après la diffusion, ben, c'est prévu à l'automne 2024 avec des répétitions préalables. OK. Donc, des répétitions probablement qui commenceraient au mois d'août, quelque chose comme ça, là, ou septembre, pour une diffusion fin octobre 2024. Et Louise, en terminant, j'aimerais que tu me parles, est-ce que tu as d'autres projets en cours ou d'autres projets à venir là, qui, justement, là, qui fulminent dans ton esprit? Là? Oui. En fait, en ce moment, je travaille à l'école de la Tulipe avec les 6 classes de l'école primaire de la Tulipe, où je fais des projets en création numérique, 2 romans photos, 2 livres audio numériques, un balado, puis un autre qui est à déterminer. Là, j'essaie de convaincre les jeunes de faire un balado ou un photoroman. Eux, ils voudraient faire un film, mais disons que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de temps. Puis je les vois 1 heure aux 10 jours, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Donc, c'est sûr que je vais avoir quand même pas mal de travail à faire à la maison, là, montage vidéo et tout ça, photoshopper des photos parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans leurs histoires, mais on va voir leur visage. Fait que là, il faut que je fasse du montage là, où est-ce que la grenouille, ben, elle va avoir le visage d'un tel élève, mais ça va être une grenouille. Fait que mais j'adore faire ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je l'ai fait déjà quand je travaillais pour Fusion Jeunesse. Donc, c'est des projets que je trouve vraiment passionnants avec les enfants, là. Je vais enregistrer leur voix, là, que je leur fais travailler ça, des personnages. Et là, je suis partie aussi pour les premières et deuxième années. Je suis partie de mes 2 livres pour enfants. Parce que je fais de la littérature jeunesse, n'est-ce pas? Parlé de ça ensemble, oui. Donc, avec les premières années, ils ont inventé la suite du premier livre. Le premier livre qui a un monstre dans la gorge. C'est l'histoire d'un virus en forme de violon. Livre que j'ai écrit avant la pandémie. C'est important de le préciser. Et puis, la classe, qui en fait, c'est une classe où est-ce qu'il y a des premières années, deuxième année. Cette classe-là, qui est juste des filles, elles ont écrit, ben, en collaboration avec moi, n'est-ce pas, la suite du 2e livre. Et donc là, on touche des thématiques comme le plastique dans l'océan, les réfugiés climatiques. On va quand même toucher des... Oui. Puis je trouve ça vraiment intéressant aussi, puis je trouve ça important de conscientiser les enfants à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un super beau projet qui va se terminer vers la mi-avril. Fait que c'est bientôt, là. Oui, ça s'en vient, oui. Donc. Et puis, sinon, ben j'ai écrit un roman aussi. Et là, je lance ça à l'univers. Je cherche une maison d'édition professionnelle qui accepterait bien de publier mon roman. En fait, c'est un clin d'œil au roman Coco de mon ami Antoine Charbonneau de Mers, qui a été un de mes élèves en théâtre, puis a été aussi mon partenaire de scène dans Oscar et la Dame Rose. Fait que c'est un clin d'œil à son roman. Lui avait gagné le prix Robert Clich, le prix du premier roman, en 2016. Et quand j'ai lu son roman, j'ai eu comme une impulsion. Fait que j'ai commencé à écrire en 2016. Puis j'ai fini de l'écrire là, en octobre 2023. 22, excusez-moi. C'est ça, en 2022, j'ai ajouté des petits trucs. En fait, j'ai demandé des conseils. Je l'ai fait lire à des conseillers dramaturgiques, conseillers littéraires. Puis j'ai eu des super bons commentaires. Vraiment, vraiment. Il y a le groupe Librex aussi. Qui m'a répondu, j'avais soumis le texte, qui m'ont dit malheureusement on ne prendra pas votre texte, mais
il ne faudrait pas interpréter ça comme un désaveu quant à la qualité de votre œuvre et on souhaite que vous trouviez le public et la maison d'édition qui pourra correspondre à la ligne, là, parce que chaque maison d'édition a sa ligne artistique. Donc ça, c'est un vœu que je lance à l'univers. J'aimerais vraiment ça, pouvoir publier ce livre-là. Et le message est lancé pour les gens qui l'écoutent. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'était super inspirant de t'écouter. Merci Ah beaucoup d'être oui? venu nous voir aujourd'hui. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Moi aussi, je suis bien contente d'être à TV Témis, au Témis TV, Donc, pour une fille qui habite à la Verlochère, Ah, bon. fille du Témis. yes. Donc, merci beaucoup, Louise. Et au De plaisir rien. de te revoir en studio quand tu veux. Tu viens nous voir. Tu es toujours la bienvenue. Ça va me faire plaisir de venir à votre rencontre à nouveau. Parfait. Merci, Louise. De rien, merci. Encore plus de délais à prévoir à l'assurance-emploi pour la population régionale. Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, s'inquiète de l'impact supplémentaire de la décision du gouvernement Trudeau de réduire la semaine de travail d'un jour de quelques 750 agents de l'assurance-emploi au Québec affectés au service à la clientèle sur la population de la région. Depuis avril, près de 250 citoyens ont contacté le bureau de Sébastien Lemire pour des cas d'assurance-emploi où les délais prescrits avaient été dépassés et dans certains cas depuis plusieurs mois. Mon bureau reçoit de nombreux appels concernant l'assurance-emploi. Les citoyens mentionnent à de nombreuses reprises à quel point il est difficile de parler à une personne ou qu'ils abandonnent étant donné les délais d'attente au téléphone pouvant dépasser 1 à 2 heures. Les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue ont fait des demandes pour des prestations maladie en septembre et octobre et n'ont toujours pas été payés à ce jour, a révélé le député. Cette crise annoncée à Service Canada n'est pas sans rappeler le cafouillage dans le dossier des passeports au printemps dernier, alors que la hausse des demandes était prévisible à l'approche de l'été. Cette diminution de service aura indéniablement un impact sur les délais de traitement des demandeurs et sur le temps d'attente moyen de la ligne téléphonique destinée aux citoyens. Comment se fait-il que les délais d'attente pour le traitement des demandes sont aussi élevés alors que le chômage est historiquement à un niveau de ses plus bas? Que se passerait-il si nous étions dans une crise, se questionne Sébastien Lemire. Personne n'a le goût de vivre ce qu'on a vécu avec les passeports à l'assurance-emploi. La vulnérabilité des gens dans ces situations demande des services à la hauteur. Les gens ont cotisé et ont droit de recevoir rapidement leurs prestations qui leur sont dues, a-t-il ajouté. Le député d'Abitibi-Témiscamingue continue de revendiquer une augmentation des services en région. Une des pistes de solution serait de bonifier le mandat des employés de Service Canada en région pour leur permettre de poser plus de gestes. Il est plus que temps de livrer une réforme en profondeur de l'assurance-emploi telle que promis par le gouvernement Trudeau depuis longtemps, a-t-il conclu. Culture. Le RIF est en nomination à l'événement Rideau 2023. C'est lors du gala reconnaissance du 16 février prochain à Québec que les gagnants seront connus. La candidature du RIF a été retenue pour le prix Meilleure direction artistique pour une salle de 60 spectacles et moins pour l'année 21-22. Le prix Meilleure direction artistique reconnaît l'audace, l'ingéniosité et l'excellence d'un diffuseur dans son travail de direction artistique. Seuls sont admissibles les organismes de diffusion ayant une programmation en salle dans le cadre d'une saison régulière. Les finalistes et les lauréats seront déterminés par un jury. Les finalistes 60 spectacles et moins sont Rosalie Chartier-Lacombe du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Amélie Cordeau du Théâtre du Riff de Ville-Marie et Émile Desraps au Vieux-Treuil. On souhaite la meilleure des chances au Rift. Sport. Les Pirates se sont inclinés lors de leur plus récent match à domicile le 29 janvier dernier. Une défaite de 4-2 contre les Knights de Meaford. Avec une performance de 2 buts, Jordan Brière
a été l'unique marqueur des Pirates dans ce match. La Ville-Marie trône toujours au deuxième rang de la Division Nord avec une récolte de 57 points en 37 matchs joués. Le prochain match à domicile pour les Pirates sera le 3 février alors que les Lynx de West-Nipissing seront en ville. C'est du 27 au 29 janvier dernier qu'avait lieu la 45e édition du tournoi intermédiaire de Gig, réunissant 20 équipes dans les classes C et D. Le samedi soir, la foule était présente en grand nombre au Colisée de Gig pour assister aux confrontations. Le champion cette année est Cassie Drolette et le finaliste Cédric Lachapelle. Le gardien du vainqueur est Benny Mainville. Pour ce qui est des finales dans les classes D, les champions sont CMV Golf qui a vaincu Winaway 4-3. Pour la catégorie D+, le bar au 69 a eu le dessus sur les Romalors. Motel Coutu est couronné champion de la catégorie C après une victoire de 3-2 en finale contre Toronto. Finalement, dans la classe C+, la victoire est allée à Accès Toyota 3-2 contre les Carcajous. Je vous invite à être des nôtres ce mercredi 18h pour votre télébingo à l'antenne de TVT Miss. C'était Francis Prudhomme, journaliste à TVT Miss. Je vous invite à communiquer avec moi pour toute information d'intérêt public pour nous partager vos événements à venir. Par téléphone au 819-723-2814 ou par courriel à l'adresse journaliste@commercial-tmis.tv. Merci de votre attention et bonne semaine à l'antenne de TVT Miss. Au plaisir!